Ça va? Passez-moi un micro, je vais chauffer la salle, Jamel. On a un cas là. Allô. Gilets jaunes, quel est votre métier? Gilets jaunes, quel est votre métier? La motivation est toujours là, messieurs dames. Je suis ravi de voir que la salle se pleine. Ah merci, voici le DJ des Gilets jaunes qui est là-bas. Son petit chapeau rouge. On va attendre que tout le monde s'installe, que tout le monde soit prêt. Et nous pourrions commencer. Bon, les Gilets jaunes, on lâchera rien? Oui ou non? Voilà, là c'est plus clair. Bon. Je vais essayer d'occuper la salle un petit peu en attendant. Attendez, est-ce qu'en haut ça va? Est-ce qu'en bas ça va? Bon, voilà. C'est en haut qu'on crie les plus fort? Ou c'est en bas? Dans 2 minutes, l'AG va commencer, messieurs, dames. Le chien en tout cas. Comment? Oui? Une chanson. Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi. On n'a pas vécu tous ces mois pour rien, on lâchera rien, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'à la victoire. On va pas se laisser faire. Pardon? Le 20 avril? Je comprends pas. Ya, le 20 avril, il vous comprend. Excuse-moi, je n'entends pas trop. Tu as une petite voix. CRS, quel est votre métier? C'est quoi l'autre chanson Une nouvelle non. Une nouvelle guerre. Ouais, c'est bien. Je crois qu'il la connaît, Gigi. Non, C'est quoi le jeu déjà? On va recommencer. Macron nous fait la guerre. Les arts, police aussi, police aussi. Bon, est-ce que tout le monde est prêt? Installez-vous, François Ballot, Jean Rodriguez, Juan Branco, Soria, Lulili, Frédéric, et voilà. Et
Et Jérôme Et Rodriguez. je l'ai dit en premier. Ah, tu l'as dit en Jérôme premier. Rodriguez. Magaï. Voilà, vous pouvez vous applaudir vous-même tous d'être venus ici. Vu que la salle est bien remplie, comment que le vent ne se souffle pas? Non, loin de là. Oh non. Et on peut vous dire aussi ceux qui sont là parmi nous. Et Magali, je veux Magali. Alors maintenant, ça va commencer, messieurs dames. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée à tous. Et vive les Gilets jaunes. Je la vois pas. Merci à tous. Donc on va commencer parce que si vous voulez vous asseoir sur le côté, enfin, installez-vous, on commence dans 10 secondes. La première personne qui va prendre la parole, c'est Victoria, qui arrive de Saint-Nazaire avec des souhaits qui arrivent de Saint-Nazaire. Et par exemple, les Gilets jaunes, bonjour à tous. Merci d'avoir fait l'emplacement pour ce débat les Gilets jaunes de l'Union européenne. Donc voilà, moi je suis Victoria, je suis et j'ai donc reçu un risque de passer ce week-end à Saint-Nazaire, à l'Assemblée des Assemblées. C'est le journée du 5 au 7 avril. La maison du peuple, on a été très chaleureusement accueillis. Les amis, je vous invite à rejoindre, partager un max le live de Jamel, Assemblée Générale, non, débat sur l'Europe, pour du travail à Paris, le 9 avril 2019. Donc partagez un max, on est là. Qui va sortir, qui est sorti et qui va être voté dans chaque AG local. C'était une expérience formidable parce que c'est justement. Voilà, je compte sur vous, partagez un max. C'est la démocratie directe, c'est la démocratie. On va aussi chaleureusement remercier les gens qui ont réservé la salle pour nous. Donc, c'est le nom des parties montage QTC qui s'est dans ces 40 pour qu'on puisse avoir. Et donc, je vous précise qu'on va donner la parole à chacun des intervenants. Et ensuite, on fera un débat avec la salle. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez déjà commencer à les noter. On passera et on récupérera des questions écrites sur papier pour les choisir suivant le nombre de questions, enfin les choisir, en tout cas les tirer au sort et permettre aux intervenants de répondre aux questions. La première personne qui va prendre la parole est Ludivine Bantini. Elle est historienne et enseignante à l'Université de Rouen. Bonsoir à toutes et à tous, quelle ambiance, c'est vraiment génial, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci de votre présence, merci beaucoup en particulier à Amama et à Magali d'avoir organisé cette rencontre. Je pense que les débats vont être à la hauteur de cette ambiance et j'espère justement qu'on pourra aussi discuter un peu stratégie. Et je crois que la première chose qu'on peut dire à cet égard, c'est qu'il faut avoir à la fois de la fermeté et une forme d'humilité. Fermeté sur ce qu'est l'Union européenne. Je parlerai davantage d'Union européenne que d'Europe, malgré le titre qui a été donné à cette soirée, les Gilets jaunes et l'Europe. Je pense que c'est une première équivoque qu'il faut lever parce qu'évidemment, c'est le grand piège du clivage qui nous est sans cesse assigné, qui nous est sans cesse imposé, c'est-à-dire si vous n'êtes pas pour l'Europe, alors vous êtes des frileux, alors vous êtes des nationalistes, vous êtes des poussiéreux, vous n'êtes pas ouverts sur le monde, vous n'êtes pas des cosmopolites, etc. Et ce clivage qui s'accompagne souvent d'une véritable condescendance de classe, qui s'accompagne vraiment d'un mépris de classe, il faut pouvoir l'affronter directement en levant cette équivoque. Quand on évoque l'Europe, c'est bien une Union européenne, l'Union européenne des marchés avant tout, dont il est question.
Ça, c'est la première chose. Et en même temps, humilité, alors en particulier, moi j'ai une humilité qui paraît évidente, d'abord parce que les Gilets jaunes et l'Europe, c'est un thème qui est difficile à aborder, comme si les Gilets jaunes formaient une sorte d'entité homogène, etc. Donc je pense que précisément, c'est d'autant plus important que la salle puisse, enfin que vous, dans la salle, vous puissiez intervenir pour indiquer aussi votre point de vue et les perspectives qu'on peut construire ensemble. Humilité aussi sur la question même des consignes de vote ou pas, hein, ou la question même du boycott des élections européennes, même si sans doute on en parlera. En tout cas, je ne pense pas que ce soit mon rôle ici d'en parler, même si j'ai ma petite idée sur le sujet. Alors je remercie d'autant plus les organisatrices et organisateurs du débat de ce soir d'avoir choisi ce sujet. Parce que, comme on parlait à l'instant en aparté avec Amama, en fait, c'est un sujet qui est très âpre, qui est en permanence dessiné comme un piège, qui vit justement nous enfermer dans les clivages dont j'ai déjà un petit peu parlé. Mais justement, c'est très important de le prendre à bras-le-corps, voilà, de ne pas se laisser happer par ces espèces d'oppositions qui nous ont sans cesse imposées, en fait. Je pense par exemple à ce que dit régulièrement Bernard-Henri Lévy, notamment à chaque fois qu'il y a des élections européennes, à chaque fois qu'il y a un vote à effectuer, une position à prendre sur l'Union européenne, et notamment quand il oppose, alors je le cite, l'esprit à la crétinerie. Voilà. L'esprit et la crétinerie. Ce qu'on a aussi trouvé, c'est par exemple au moment, vous vous en souvenez peut-être, au moment du vote sur le traité constitutionnel européen, ce qu'on pouvait trouver dans la presse, c'est qu'il y avait d'un côté un oui raisonné, et de l'autre un non tripal. Voilà, c'était de l'ordre de quelque chose de malsain, pas raisonné, etc. Méfiance aussi à avoir évidemment à l'égard de tous les discours apocalyptiques, et vraiment apocalyptiques au sens, par exemple, de ce que un Dominique Strauss-Kahn avait pu justement avancer en 2005 quand il parlait de l'éventualité du non, et qu'il évoquait comme, alors je le cite aussi, un effet de souffle d'une bombe atomique. Voilà, effet de souffle d'une bombe atomique. Si on disait non à ce traité constitutionnel européen, ce qui s'est produit de fait en 2005, ça serait véritablement un cataclysme à la manière d'une bombe atomique, ou Jacques Delors aussi, dont on pourra reparler en fait du rôle, qui parlait d'un cataclysme politique. Là aussi, je ne vais pas m'étendre sur les propos de Bernard-Henri Lévy, parce qu'on en a soupé, donc on ne va peut-être pas y passer la soirée, mais précisément, lui aussi tient ce type de discours en disant que ceux qui voudraient, qui envisageraient de briser justement la perspective, le carcan dans lequel enferment les traités, eh bien ça serait une volonté quasiment de tout casser et, pour le citer encore, de se suicider. Donc c'est d'autant plus important d'aller au-delà de ce mépris, encore une fois, de cette condescendance qui est vraiment une condescendance de classe qu'on trouve beaucoup dans les médias à chaque fois qu'il s'agit de l'Union européenne. Je pense que c'est quand même important pour autant de partir de ce que disent certains responsables politiques, y compris parmi ceux et celles, et c'est surtout ceux en l'occurrence, qui ont fabriqué, en fait, qui ont contribué très largement à fabriquer l'Union européenne. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu cette interview de Valéry Giscard d'Estaing avec le tout aussi fameux Nikos Aliagas sur Europe 1, il y a quelques jours. Et vraiment, Giscard d'Estaing, malgré son grand âge, il ne fait pas preuve de sénilité. Hein. Je peux vous dire qu'il est très clair dans son cynisme antidémocratique. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que donc, Aliagas disait c'est inquiétant, les élections européennes, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura peut-être une abstention très forte, etc. Et Giscard d'Estaing a dit, mais très tranquillement, vraiment très tranquillement, il a dit en fait, les élections européennes, c'est pas très important. Hein. Pourquoi? Parce que le Parlement européen, c'est pas très important. Hein. Et d'ailleurs, je le sais parce que c'est moi qui l'ai créé. Dans les années 70. Il a dit tellement ça. Pourquoi? Il dit, mais le Parlement européen, c'est pas très important, puisque de toute façon, l'unique rôle qu'il a, c'est de vérifier la compatibilité des textes proposés par la Commission avec les traités. Voilà, c'est tout. Donc en fait, c'était une manière d'avouer très tranquillement, là aussi, hein, très cyniquement, qu'il y a un enjeu démocratique extrêmement puissant qui nous intéresse en tant que mouvement des Gilets jaunes, qui, là, est à déminer. Parce que, clairement, l'aveu qui est effectué là, c'est que ces instances européennes n'ont rien de démocratique. Et c'est vrai que c'est du jamais vu, quand même, dans la période politique contemporaine, que des instances non élues aient des pouvoirs aussi exorbitants. Donc, je pense que c'est très intéressant qu'on mène ce débat ensemble, qu'il y ait une politisation de la question européenne,
Parce que très longtemps, l'Europe s'est apparue quasiment comme relevant du domaine des affaires étrangères, et comme chacun sait, le domaine des affaires étrangères, ça échappe complètement au champ démocratique, ça échappe complètement à la discussion politique, mais en fait, aujourd'hui, c'est important justement qu'il y ait une politisation de ces enjeux européens, tout simplement parce que l'Union européenne, c'est pas une entité abstraite, voilà, que tous se mettraient à Bruxelles, et on sait très bien que c'est pas à Bruxelles qu'on va changer la vie, pour reprendre l'expression de Rimbaud, et pourtant c'est ce qu'on veut quand même avec ce mouvement. En fait, l'Union européenne et ses décisions nous concernent directement, concernent nos vies quotidiennes, nos vies ordinaires, et c'est en ça qu'il faut s'emparer du sujet et ne pas le laisser à ceux qui entendent décider à notre place et qui entendent aussi utiliser les armes de ce qu'ils appellent la gouvernance. C'est un mot qui nous vient justement de ces institutions, de ces instances non élues. La gouvernance, qui est un mot qui s'est imposé peu à peu, mais qui est à l'opposé de la démocratie, parce que la gouvernance, à l'origine, c'est un terme qui régit la sphère économique. Alors, moi, c'est vrai que j'interviens, et rapidement, bien sûr, plutôt comme historienne de tout ça, de cette période-là. Donc très schématiquement, ce qu'on peut se rappeler sur la manière dont des responsables politiques de haut rang se sont emparés de la question européenne, on peut se rappeler de ce que disait François Mitterrand en 1983. Il a eu une phrase importante, me semble-t-il, parce qu'elle est pleine d'enjeux politiques et démocratiques décisifs. Il disait « Je suis partagé entre deux ambitions, celle de la construction de l'Europe et celle de la justice sociale. » Donc, construction de l'Europe versus justice sociale. C'était clair à ses yeux. Et en fait, on sait, il a tranché. À l'époque, donc dans les années 80, son gouvernement était divisé. Il y avait certains ministres du gouvernement Mitterrand-Mauroy, puis Mitterrand-Fabius, qui disaient clairement qu'il fallait sortir du SME, du système monétaire européen, qui disaient qu'il fallait rompre avec le marché commun. Et c'est pas anodin que l'Union européenne, à l'origine, s'appelle marché commun. Et finalement, ce n'est pas la position qu'a adoptée Mitterrand. La position qu'il a adoptée, c'est, comme on sait, celle de Jacques Delors, qui a été son ministre de l'économie et qui a été aussi pendant 10 ans président de la Commission. Et Delors a écrit notamment un livre en 1985 qui était très clair, là aussi, dans son cynisme politique, puisqu'il disait le Parti socialiste va accomplir une cruelle et stupéfiante révolution. Alors déjà, c'était une manière très biaisée, évidemment, d'employer le mot révolution. Et qu'est-ce que c'était à ses yeux? C'était le fait d'imposer, notamment grâce au marché commun, à l'époque, on l'appelait encore, d'imposer ce qu'il appelait des réalités, là je le cite, des réalités aussi immuables et éternelles que les étoiles dans la nuit. Alors, ça peut paraître romantique comme ça, mais de quoi il voulait parler, les étoiles dans la nuit, c'était le marché, la compétition, la concurrence exacerbée. Et c'est évidemment ce qui l'a emporté. D'ailleurs, l'essayiste Jean Lacouture a eu une formule, là aussi assez tranchée à ce sujet. Il a dit, à partir du moment où le choix tel que Mitterrand l'avait posé, c'est-à-dire justice sociale versus construction européenne, à partir du moment où Mitterrand a fait son choix, Lacouture a dit, là aussi je vais le citer plus précisément, c'est une victoire sans réserve de l'Europe sur le socialisme. Voilà. Donc les choses étaient assez claires d'un point de vue politique. Les années 80 ont été marquées par, je ne vais pas vous faire toute l'histoire des actes et des traités, bien sûr, mais Fontainebleau, 84, c'est ce qu'ils ont appelé le marché communautaire des capitaux, clairement. Donc il s'agissait de faire face à une crise aussi, qui était une crise de la baisse des taux de profit, tout simplement. Il y a évidemment des conditions matérielles, structurelles, économiques sous-jacentes à ces politiques. Donc pour faire face à cette question cruciale des profits et la chute du taux de profit dans les années 70-80, c'était déréguler, privatiser, accomplir en fait une libéralisation de tous les secteurs de l'économie, c'est réalisé par étapes avec l'acte unique en 1986, faire de la concurrence notamment l'alpha et l'oméga de tous les secteurs, donc peu à peu comment tous ces secteurs ont été grignotés par l'emprise du marché. Donc on l'a retrouvé dans ce qui s'est peu à peu appelé, par exemple, l'économie de la connaissance, par exemple les services publics qui ont disparu comme tels, dans la formulation même, qui ont disparu au profit de services d'intérêt général, qui doivent eux aussi être soumis à la concurrence libre et non faussée, pour reprendre la formule notamment employée dans le traité de Maastricht.
Traité de Maastricht, alors, je ne la refais pas puisque vous connaissez tout ça, hein, c'est là aussi une manière d'avoir un nouvel impératif catégorique qui n'a rien de philosophique, hein, qui est purement économique, avec cette question des 3% du PIB. Hein. Et ça supposait aussi, et ça c'est vraiment tout à fait crucial pour le mouvement actuellement, c'est notamment la financiarisation des dettes publiques. Ça veut dire que dans le marbre des traités est gravé l'impératif, l'interdit pour les États d'emprunter à leur banque centrale. Et il leur faut, pour financer leur dette publique, avoir recours au marché. Donc ça c'est aussi quelque chose, une spirale véritablement infernale, et on sait à quel point tout le discours sur la dette sert à justifier des politiques drastiques de mise en cause des services publics, de compression salariale, de tout ce qui concerne justement le fait qu'il n'y avait plus désormais pour variable d'ajustement que la baisse des salaires directs ou indirects, c'est-à-dire la sécurité sociale, les retraites, etc. Alors pour terminer, je pense qu'il y a, je dirais, 3 choses pour conclure. La première, c'est que l'Union européenne, elle nous a engagés dans un temps politique particulier avec lequel, il me semble, le mouvement des Gilets jaunes est en train de rompre. C'est un temps de la précipitation, de la fuite en avant, de l'urgence, et aussi le temps de l'irréversibilité. Voilà. Parce que c'est ça, en fait, la construction européenne, elle avance comme si, de toute façon, c'était une fatalité. Il n'y a pas le choix, donc c'est irréversible. Et c'est aussi ce contre quoi, cette assignation à la fatalité, ce contre quoi il faut lutter. C'est pour ça qu'il faut aussi se réemparer du sujet. La deuxième chose, je l'appuie chez un grand absent d'ici, dont j'imagine que vous regrettez justement son absence. Il ne pouvait pas venir ce soir, c'est Frédéric Lordon. Et donc, dans le dernier numéro du Monde diplomatique, en celui de mars en tout cas, il a un papier très intéressant sur l'Union, sur le rapport entre l'Union européenne et le mouvement des Gilets jaunes. Il dit qu'en fait, à juste titre, me semble-t-il, toutes les aspirations du mouvement, ces aspirations à des alternatives politiques radicales au sens de la racine du système, elles vont se heurter toujours au mur des traités. Et donc c'est ça qu'il faut aussi prendre en charge. Il a une formule assez drôle où il dit que, notamment dans les organisations de gauche, l'euro est comme un objet transitionnel. Un objet transitionnel tel que Freud et la psychanalyse l'ont théorisé, c'est les doudous, quoi. Un objet transitionnel, c'est une tétine ou un doudou. Donc c'est vrai que l'euro, il a été fétichisé un peu comme si on n'avait pas le choix. Et donc ce que dit Lordon, là aussi ça me semble important, c'est comment sauver l'Europe d'elle-même. C'est-à-dire pouvoir dire qu'on est européen tout en rompant radicalement avec cette perspective des traités. Et pour terminer, le dernier point, c'est que, évidemment que... Enfin, je l'ai résumé très très rapidement et bien d'autres vont y revenir beaucoup plus précisément que j'ai pu le faire, mais que, en fait, ce carcan des traités, ce carcan de cette monnaie, avec ce qu'elle impose, me semble incompatible avec le projet des Gilets jaunes qui s'appuie sur justice fiscale, justice sociale, égalité et dignité et démocratie. Mais ça n'empêche pas qu'il faille penser l'Europe à partir de ce projet, et je pense qu'on est là aussi vraiment pour en discuter. Merci. Merci beaucoup. La deuxième intervention, pour continuer sur la présentation des enjeux de la question européenne, ce sera Frédéric Pierru, qui est sociologue. Merci, sociologue de la santé. Merci beaucoup. Ravi d'être là. Effectivement, une précision que Ludivine a faite et que je retiens à dire, c'est que parler de l'Union européenne, ce n'est pas parler de l'Europe. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce sont les catégories populaires qui ont inventé la notion d'internationalisme au XIXe siècle, et que, comme toujours, ce sont les élites, avec un grand Z, qui nous ont volé l'internationalisme pour le retourner contre nous. Hein, d'accord ? Donc il faut toujours être au clair avec ça. Critiquer l'Union européenne, ce n'est pas critiquer l'Europe. Hein, évidemment, on est tous pour l'Europe, mais pour une autre Europe. Donc ça, c'est précisé. Alors, je regardais, et vous avez suivi ça avec grand intérêt certainement, les résultats du grand débat. Moi, j'ai regardé ça avec intérêt.
Donc vous avez suivi que ce qui posait problème, c'était les dépenses des impôts. Donc vous avez compris que derrière, s'il faut baisser les impôts, il faut baisser Bruxelles, eux-mêmes d'ailleurs, prenant leurs œuvres à Berlin. Je voulais juste, j'ai pas assez de temps, mais je voulais vous faire part d'une grande découverte scientifique, une grande percée scientifique récente.